Bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je voudrais me réjouir quand même de pouvoir vous retrouver. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, nous excuser, c'est que nos retrouvailles se font en tout petit nombre, c'est presque symbolique, étant donné les mesures que nous avons prises pour respecter les normes de distanciation sociale qui sont exigées de nous. Donc c'est histoire de donner quelque chose d'un petit peu vivant, d'interactif, que nous avons quelques invités avec nous ce matin. La plupart d'entre vous sont en ligne et je vous remercie de vous être connectés ce matin. On est content de vous retrouver parce qu'on ne s'est pas vu depuis fort longtemps. Et vous savez que l'information, l'échange d'informations avec vous est essentiel à l'exercice de notre métier pour évidemment toujours bien évaluer vos situations, mais aussi pour vous communiquer un petit peu le scénario dans lequel nous sommes amenés à investir les actifs que vous nous confiez. Je voulais justement faire un petit focus sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Et vous donner comme d'habitude les principales variations sur les actifs. Le CAC 40 qu'on met un peu pour mémoire ici parce qu'il n'est pas vraiment représentatif, je crois, des marchés, mais malgré tout c'est celui qu'on entend à la radio et à la télévision tout le temps, est en baisse de 20%. L'Eurostoxx, qui lui est beaucoup plus représentatif de l'environnement des actions européennes, est en baisse de 14%. Les États-Unis, on aura sans doute l'occasion de commenter, semblent avoir été inchangés sur l'année. Le Japon et les émergents sont en légère baisse. Ceci est à devise locale, bien sûr. Toujours à signaler la forte performance des obligations. Donc là, il s'agit de performance, il ne s'agit pas de taux. Et vous voyez qu'il y a eu une très forte baisse des taux américains. C'est ce qui a fait la hausse de 11%, de 11,5% des T-notes, des emprunts publics américains. Sur les devises, pas grand-chose à signaler, si ce n'est quand même une faiblesse récente du dollar qui s'est un petit peu repris, mais malgré tout, il y a eu un mouvement. Et la faiblesse continue du sterling qui souffre évidemment du Brexit et du désordre ambiant particulièrement plus que d'autres pays. Voilà en résumé ce qui s'est passé sur les marchés. Et sur l'économie, Mathieu va nous faire le point habituel et essayer de dégager quelques perspectives. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur Internet. Les références sont données où c'est le numéro est SpeakUp. Pardon, il faut aller sur le site www.speakup.info et le numéro est le 81 589, le numéro de salle. Merci Mathieu. Merci François. Bonjour à tous. Donc je vais attaquer ma présentation par un petit point sur l'épidémie. Ça reste le facteur déterminant aujourd'hui. Un jour, sans doute, on arrêtera de commencer les perspectives économiques par des points sur l'épidémie, mais on n'en est pas encore là. Donc sur l'épidémie proprement dite, on a des nouvelles depuis quelques mois qui sont plutôt négatives. On avait imaginé en avril ou mai qu'après l'été, on aurait sans doute contenu l'épidémie et qu'on aurait un nombre de cas qui aurait beaucoup reculé. Quand vous regardez ce qui se passe par continent, vous apercevez que ce n'est pas franchement le cas. À peu près partout, on est sur des niveaux qui sont parmi les plus élevés. On a certaines fois commencé à refluer, mais dans d'autres cas, on a rebondi. Et donc, il n'y a pas vraiment une amélioration claire de l'épidémie au niveau mondial. Ce que montre aussi ce graphique, c'est qu'il y a des disparités importantes. Là, c'est le nombre de nouveaux cas quotidiens par million d'habitants. Donc, c'est vraiment des chiffres comparables. On a corrigé de la taille de chaque continent et on s'aperçoit que on a quand même des évolutions qui sont très différentes et qu'on n'explique pas totalement sur ce virus. Sur la zone euro, on a eu des nouvelles assez désagréables récemment puisque on avait réussi à contenir l'épidémie au printemps. On craignait que peut-être à l'automne ça reparte. C'était un peut-être. Et puis finalement, l'épidémie est repartie de façon certaine et avant même l'automne. Donc là, on est sur un scénario plus négatif que ce qu'on imaginait. Donc le nombre de nouveaux cas est en noir, le nombre de nouveaux décès est en bleu. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que finalement, le nombre de décès ne suit pas à la hausse le nombre de nouveaux cas. Et ce n'est pas un effet retard. Si vous regardez sur avril-mai, le retard existe, mais il est très, très faible. Cette fois-ci, c'est vraiment une décorrélation entre les deux courbes. En tout cas, une amplitude dans la corrélation qui n'est plus du tout celle qu'on avait en avril ou en mai.
pourquoi a-t-on un décrochage, si je puis dire, des décès par rapport au nombre de nouveaux cas? On n'a pas de réponse claire sur beaucoup de questions sur ce virus. 6 mois après, on n'a toujours pas de réponse claire. On a toujours des débats, des échanges continus, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Sur le fait qu'il y ait moins de décès, il y a au moins un facteur explicatif qui est clair, c'est la structure par âge des gens qui sont atteints par le virus. C'était très concentré chez les personnes âgées en mars-avril. Aujourd'hui, c'est très très concentré chez les jeunes. Et on sait que le virus n'est létal de façon statistiquement significative que pour les personnes âgées. Donc forcément, si vous avez beaucoup de cas, mais chez les très jeunes, vous avez mécaniquement beaucoup moins de décès. On n'est pas sûr que ça explique à ce point le décrochage entre les deux courbes. Il y a peut-être d'autres facteurs, sans doute le fait qu'on soigne beaucoup mieux le virus qu'avant. Il y a eu des vrais progrès dans les traitements. Peut-être que le virus a muté, est un peu moins létal. C'est une théorie, une possibilité, mais très très peu de certitude sur ces sujets. Sur les États-Unis, on a une situation qui s'est améliorée dans un premier temps et qui s'est redégradée après, et qui s'améliore depuis. Donc en fait, ça a été par zone géographique. On a eu d'abord New York et les États autour de New York qui ont été contaminés, avec des confinements assez durs qui ont permis de ramener le nombre de cas et le nombre de décès à des niveaux plus bas. Mais derrière, on a les États du Sud qui ont vu l'épidémie démarrer plus franchement. Et donc il a fallu contenir aussi l'épidémie dans les États du Sud. Et donc au global, voilà, la situation n'est pas totalement hors de contrôle, mais c'est vrai qu'on est toujours sur des niveaux de nombre de nouveaux cas, de nombre de décès qui sont élevés, et en tout cas une amélioration qui, comme je l'ai dit, est bien moins rapide que ce qu'on avait pu espérer en mai quand on voyait le nombre de cas diminuer sur la région de New York. Là où il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles, c'est sur la Chine, donc c'est là où l'épidémie a démarré. Finalement à des niveaux très bas par rapport à ce qu'on a connu derrière. On s'aperçoit que les chiffres de nouveaux décès, finalement, c'était c'était une centaine par jour, donc quelque chose de très modeste par rapport aux milliers qu'on a aux États-Unis. Et puis aucun véritable redémarrage de petits foyers qui sont apparus mais qui ont été contrôlés très très vite. Alors, on peut toujours avoir des doutes sur les données en provenance de Chine, mais on a quand même le sentiment qu'on est sur une épidémie qui est bien sous contrôle là-bas. Dans les principaux pays émergents, on a eu des situations assez contrastées, avec une épidémie qui a démarré à différents moments, particulièrement tôt en Russie, où elle semble sous contrôle de façon graduelle. L'Afrique du Sud après, suivi du Brésil. Il y a encore une semaine, on disait sur l'Inde qu'il n'y a pas de progrès et qu'on est sur une situation qui n'est toujours pas sous contrôle. On a depuis 5 jours une inflexion assez nette à la baisse du nombre de nouveaux cas. Donc peut-être qu'aussi en Inde, on a fini par arriver à commencer à contrôler l'épidémie. C'était vraiment le dernier gros foyer où on avait du mal à avoir un contrôle. Donc ce serait quand même une bonne nouvelle, même si au moment où on arrive à contrôler l'Inde, il s'avère qu'en Europe, on redémarre à la hausse. Donc on ne peut pas dire que ce soit contrôlé partout au même moment. Donc voilà, sur l'épidémie proprement dite, des nouvelles qui sont plutôt négatives. Là où on a des nouvelles plus positives, c'est sur les réactions, parce qu'on l'a toujours dit, l'épidémie ne fait presque pas mal à l'économie ou au marché financier. Ce qui fait mal, c'est les mesures pour bloquer l'épidémie qui bloquent totalement l'économie. Et de ce point de vue-là, on a des mesures quand même beaucoup plus graduées, beaucoup plus ciblées. Là, vous avez l'indice de sévérité des mesures dans les différentes zones. C'est qualitatif, c'est fait par UBS. Et vous voyez que quand on est à 10, c'est extrêmement brutal. À 0, c'est qu'il n'y a aucune mesure. Et vous voyez que les courbes sont quand même toutes sur une tendance baissière sur la période. Donc les gouvernements, en fait, à un moment, ont pensé qu'avec 3 semaines de confinement dur, ils allaient quasiment éradiquer le virus. Et donc c'était un choix qui pouvait avoir du sens. Il s'avère que ça n'a pas marché. Et un confinement dur, vous pouvez le faire 3 semaines, 4 semaines, vous ne pouvez pas le faire 6 mois, sinon votre économie meurt. Donc maintenant, on est sur des mesures qui sont plus réalistes pour l'économie, peut-être un peu moins efficaces pour le virus, mais en tout cas plus réalistes pour l'économie, ce qui est bien sûr une très bonne chose. Là où on a eu franchement des bonnes nouvelles, c'est sur les vaccins. Donc on n'a pas de vaccin, ça ce serait la très bonne nouvelle. On n'a pas un vrai vaccin autorisé. Il y en a un en Russie, mais on va dire autorisé de façon totalement crédible. Mais ce qui est vrai, c'est que normalement, quand vous développez des vaccins, entre la phase préclinique, la phase 1, la phase 2, la phase 3, vous avez un taux de déchets très important, c'est un vrai entonnoir. Et cette fois-ci, vous n'avez pas d'effet entonnoir, en fait. Les candidats principaux sont tous toujours en liste.
On en a 8 qui sont maintenant en phase 3. Alors c'est vrai qu'il y a AstraZeneca qui a eu des petites difficultés, donc, qui fait qu'on a dû arrêter l'étude aux États-Unis, en Angleterre aussi, mais en Angleterre elle a repris. Mais c'est le seul vaccin qui ait connu une petite difficulté sans que ça arrête complètement l'étude. La mauvaise nouvelle, vous le voyez ici, c'est qu'AstraZeneca, c'est les plus grosses capacités de production. Donc ce serait assez dommage que le seul vaccin qui n'aille pas au bout soit là où on ait les plus grosses capacités. Par contre, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que même si on a un vaccin qui est autorisé avant la fin de l'année, et la probabilité est non nulle, vu d'aujourd'hui, les capacités de production et de vaccination sur 2020 sont quand même très faibles, et c'est plutôt à la mi-2021 qu'on peut espérer voir une campagne de vaccination avoir vraiment avancé au point de pouvoir faire refluer le virus, sachant que ces capacités de production, c'est des capacités à aujourd'hui, avant qu'on ait un vaccin autorisé. Le jour où on a un vaccin autorisé, vous allez bien sûr avoir une concentration des capacités de production sur ce vaccin, et on va voir les statistiques monter très rapidement, quel que soit, à mon avis, le vaccin qui est finalement autorisé, sachant qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Donc voilà, sur l'épidémie, du moins bon sur la capacité à la contrôler, mais quand même des bonnes nouvelles sur les mesures prises de confinement et aussi sur le vaccin. Si je passe à l'économie, proprement dite, on a clairement eu un rebond d'activité plus fort que ce que le consensus attendait. On a eu à un moment un consensus qui s'est mis à imaginer vraiment un environnement économique très très déprimé pendant très longtemps. Et finalement, on a eu un rebond très fort. Donc pour l'imager, on a mis les enquêtes d'activité auprès des entreprises dans les services en noir et le manufacturier en bleu clair. Et vous voyez que dans les deux cas, on a eu une chute très très brutale, mais un rebond quasiment tout aussi brutal. Et donc l'activité n'est pas revenue au niveau d'avant-crise, mais elle n'en est pas si loin que ça aujourd'hui. Et donc c'est vrai que ça a été une bonne nouvelle. Ce rebond n'a pas été totalement homogène. Si on regarde ce graphique, c'est un graphique de l'INSEE, alors avec 2 périodes de mesure, avril et juin, on n'a pas de données plus récentes. Et donc en avril, c'est les bâtonnets en noir, et ça vous donne la répartition par secteur d'activité du niveau d'activité par rapport à là où on était avant la crise. Donc pour expliquer ça plus simplement, si on prend le premier bâtonnet noir à gauche, ça concerne le mois d'avril, et on voit qu'un peu plus de 10% des entreprises avaient une activité inférieure à 50% de la normale. Le grand bâtonnet noir au milieu, là, qui monte à peu près à 35%, ça veut dire que 35% des entreprises étaient sur une activité entre 70 et 80% de la normale. Et donc on voit qu'il y a des disparités très importantes selon les secteurs. On a des bâtonnets tout à gauche, des bâtonnets beaucoup plus à droite. C'était vrai en avril. C'est un peu moins le cas en juin, où on a un décalage vers la droite de l'ensemble des bâtonnets, donc c'est-à-dire une remontée du taux d'activité, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais on garde quand même un certain nombre de disparités. Et alors, avec quand même plus grand monde en dessous de 80%, mais on a encore plus de 20% des entreprises qui tournaient entre 80 et 90%. Là où il y avait le plus d'entreprises, c'était entre 90 et 100%. Mais vous voyez à droite qu'on avait plus de 20% des entreprises qui tournaient à plus de 100%. C'est-à-dire qui étaient sur des niveaux d'activité au mois de juin supérieurs au taux d'activité de janvier. Et c'est vrai que quand on essaye de se faire une image de l'activité au sens global, on a tendance à se dire que ça doit être la moyenne entre des entreprises à moins 5, à moins 10 et à moins 20. Et on finit forcément sur un chiffre assez négatif. Il ne faut pas oublier qu'on a pas mal d'entreprises qui sont à plus quelque chose et qui aident à sauver quelque part la moyenne et faire que le PIB n'est pas si mauvais que ça au global. Ces disparités par secteur, par entreprise, on retrouve ça dans la consommation des ménages. Aux États-Unis, on a une distinction de la consommation en 3 sous-catégories. Donc la consommation totale, c'est la courbe jaune. Et donc on a rebasé les chiffres pour que ce soit 100 juste avant la crise. Et vous voyez que on est à 95 pour la consommation. Donc on est 5 points en dessous de là où on était avant la crise. Mais c'est une moyenne entre les services qui, eux, sont toujours à moins 15. Et moins 15, c'est colossal comme baisse pour les services. Même en récession, souvent, les services ne baissent pas du tout. Donc là, on est à moins 15% sur les services. Mais les biens non durables sont, eux, à plus 5, et les biens durables sont à plus 10.
Donc on retrouve bien des décalages énormes. Les biens durables à plus 10, c'est assez simple, c'est qu'en fait, tous les achats de biens durables qui n'ont pas pu être faits pendant le confinement, des machines à laver, des choses comme ça qu'on doit changer, finalement, ils sont faits juste derrière. Il y a cet effet rattrapage qui fait qu'on se retrouve avec des niveaux d'activité très élevés. Mais donc voilà, c'est quand même un point commun de cette crise. C'est vrai pour l'épidémie proprement dite, c'est vrai pour la situation économique au sein d'un pays et même la situation économique par pays. C'est qu'on ne peut pas du tout généraliser un cas. En fait, chaque chose est vraiment très spécifique. Il y a des secteurs qui souffrent beaucoup, d'autres qui en bénéficient. Il y a des pays où l'épidémie a pris une ampleur incroyable. Il y a des continents où finalement c'est resté assez limité. Et donc il faut vraiment faire attention à ne pas généraliser les cas qu'on connaît, puisque la généralisation ne marche pas du tout sur la crise qu'on connaît aujourd'hui. Un secteur qui se porte très bien et qui a toujours un rôle moteur sur l'économie américaine et donc sur l'économie mondiale, c'est le secteur résidentiel. On a des ventes de maisons neuves aux États-Unis qui ont à peine baissé pendant le confinement. Ça, c'était quand même une surprise. Vous avez tous les autres indicateurs qui se sont écroulés. Et là, on a un petit peu baissé, mais ça se voit à peine. Et puis depuis, on s'envole. On a fortement rebondi, sachant que les niveaux de 2005-2006, on n'y est pas, mais c'est des niveaux de bulle. Donc il ne faut pas se dire qu'on est bas parce qu'on est sous 2005-2006. 2005-2006, c'est des niveaux de bulle. Et donc les niveaux actuels se rapprochent de niveaux de bulle. Et on a eu une statistique supplémentaire, on n'a pas mis le graphique, mais de la confiance des constructeurs de maisons aux États-Unis. C'est une statistique qui a été créée en 1984. On est aujourd'hui au plus haut de tous les temps. Donc on n'a jamais eu un tel niveau d'activité, de confiance des constructeurs de maisons aux États-Unis. Donc un secteur très dynamique et qui a des effets d'entraînement, bien sûr, parce que si vous achetez une nouvelle maison, en général, vous achetez un canapé, un lave-vaisselle, vous changez la cuisine, etc. Donc il y a quand même des effets qui sont très positifs et plus larges que le seul secteur résidentiel. Côté investissement des entreprises, on a eu aussi là plutôt des bonnes nouvelles. Certains craignaient qu'on ait un investissement durablement déprimé. Et pour l'instant, en tout cas, on s'aperçoit que certes, au niveau des commandes de biens d'investissement, il y a eu un trou pendant le confinement. Alors d'autant plus violent quand le confinement a été important. Donc c'est vrai qu'en Allemagne, avec toute l'Europe qui a été quand même bien paralysée, la baisse des commandes a été assez impressionnante. Par contre, on est quasiment aujourd'hui au niveau d'avant-crise, on est à peine en dessous. Et aux États-Unis, finalement, la baisse est assez modeste. Elle n'est pas supérieure à la baisse qu'on a pu connaître à certains moments en 2012 ou en 2015. Et on l'a déjà effacée. Donc ça, c'est quand même rassurant. Il faut vérifier est-ce que c'est bien durable dans le temps. Mais pour l'instant, les entreprises réagissent bien, n'ont pas le sentiment que tout s'est arrêté pour l'infini et continuent à investir en se disant qu'il y aura de l'activité au cours des prochains trimestres et que ça vaut encore la peine d'investir pour en profiter. Ça, c'est l'investissement normal. Après, il y a des secteurs très spécifiques, et en particulier un secteur très spécifique où c'est beaucoup plus compliqué, c'est l'aéronautique. Là, on vous a mis les commandes dans l'aviation. Donc, c'est des commandes mensuelles. Vous pouvez voir qu'on est sur des commandes négatives. Donc, statistiquement, on se gratte la tête quand on voit ça la première fois. Et puis, finalement, l'explication est simple. C'est qu'on a des annulations de commandes qui excèdent les nouvelles commandes. Et donc, en solde, on est sur des commandes négatives. Même en 2009, on n'avait pas vu ça. Donc, voilà, c'est clairement un secteur qui est touché très fortement, sans doute durablement. Je reviendrai rapidement dessus. Mais c'est plutôt une exception en fait. Il n'y a quasiment aucun autre secteur qui est touché comme le secteur de l'aéronautique. Il ne faut pas du tout, là encore, généraliser sa situation. Sur cette page, alors pardon, il y a beaucoup de chiffres en projection, c'est un peu compliqué sans doute. Je ne vais pas tous les commenter. Mais c'est un tableau qu'on avait mis quand on avait fait des présentations par call au mois de mai. Et qui est très intéressant, c'est l'INSEE qui a proposé des statistiques. L'INSEE a été très réactive. Et donc c'est quand même bien de le souligner. Il n'y a pas un pays au monde où l'appareil statistique a réagi aussi rapidement en proposant des chiffres pour donner quand même des repères. Et donc l'INSEE, en plus des bâtonnets tout à l'heure avec le pourcentage d'activité par secteur, a produit une estimation de PIB mensuel, ce qu'elle ne fait habituellement pas, basée sur l'offre. Ce n'est pas basé sur la demande, donc vous ne retrouvez pas les postes habituels d'un PIB qui sont consommation, investissement. Là, on trouve qui produit, pas qui consomme. Donc, est-ce que c'est de l'agriculture? Est-ce que c'est de l'industrie? Est-ce que c'est des services?
Et donc l'INSEE a donné une estimation, donc vous pouvez regarder la baisse d'activité pour chacun des sous-secteurs, mais ce qui est intéressant pour résumer, c'est la dernière ligne, donc qui donne l'estimation du PIB. Et donc vous voyez qu'en avril, l'estimation était d'un PIB en recul de 30% par rapport au début d'année, ce qui est absolument colossal. Au moins, ça a fixé un repère. Je vous avoue qu'à un moment, on ne savait pas si on était à moins 50 ou à moins 15. C'était quand même très, très difficile. Donc ça, c'est donné un bon repère. Au mois de mai, on était à moins 22. Au mois de juin, à moins 12. Et puis, au mois d'août, on n'était plus qu'à moins 5. Donc c'est quand même un rebond très rapide, beaucoup plus rapide que beaucoup anticipaient. On vous a remis à droite ce qu'on avait imaginé au mois de mai et qui avait paru à beaucoup très, très optimiste. Sachant que c'était un travail un peu difficile, qui était à moitié de la réflexion et à moitié un lancer de pièces en l'air, pour être totalement honnête. Mais nous, on estimait qu'au troisième trimestre, on serait autour de moins 7%, et qu'au quatrième, on serait à moins 3%. Et vous voyez, le fait d'être déjà à moins 5 au mois d'août prouve que le moins 7, il était peut-être trop prudent, trop défensif. Et le moins 3 de fin d'année, finalement, est très réaliste. Alors, c'est sûr que si on a des nouvelles mesures de confinement, on ne l'atteindra peut-être pas. On sera peut-être à moins 4. Mais l'ordre de grandeur était bien le bon. Voilà, donc c'est vraiment des données très intéressantes qui ont été produites. La première colonne de chiffres du tableau est aussi intéressante. Je ne vais pas la commenter, mais elle refixe des ordres de grandeur. Et même pour nous, qui faisons de l'économie toute la journée, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les ordres de grandeur en tête comme ça, parce qu'on regarde plutôt les PIB et l'activité par la demande que par l'offre. Et ça vous redonne les poids en fait de chaque sous-secteur. Il y a un des poids très intéressant quand même à avoir en tête, c'est que l'hébergement et la restauration, donc tout ce qui est restaurant, hôtel, ce n'est que 3% du PIB. Donc quand on se dit on va fermer les restaurants à partir de 22 heures, ils vont moins fonctionner, peut-être qu'ils perdent 20% d'activité, mais eux-mêmes ne sont que la moitié des 3% peut-être, et donc finalement on s'aperçoit qu'on est quand même sur quelque chose qui est tout petit. C'est pas négligeable, je dis pas que c'est pas faut le faire facilement et que on peut pas discuter la mesure, mais ça redonne quand même des ordres de grandeur où, comme je dis en plaisantant, quand on est parisien et qu'on se promène dans les rues, comme on voit des hôtels et des restaurants partout autour de soi, on finit par croire que c'est 10 ou 15% de l'activité. Finalement, ce n'est que 3% de l'activité. Donc voilà, donc un rebond qui a quand même été assez impressionnant. Donc, selon nous, on devrait être à 97% du niveau de début d'année, donc moins 3% à la fin 2020. Si on essaye de voir un peu plus loin ce qui va se passer, d'abord un constat, c'est que même si on met entre parenthèses le deuxième et le troisième trimestre en disant c'est une anomalie, on a arrêté l'économie, et la vraie récession c'est plutôt le moins 3%, il faut voir que même à moins 3%, c'est une grosse récession. Donc on n'évitera pas les impacts négatifs d'une vraie récession, et on ne les voit pas pour l'instant véritablement. Si vous regardez par exemple ce premier graphique, aux États-Unis, le nombre de faillites sur le dernier trimestre est en baisse forte, alors que la logique serait plutôt une forte hausse. Et donc là, c'est clair que c'est parce qu'on a mis en attente un certain nombre de faillites. Mais dès qu'on va voir les vraies faillites apparaître, on va avoir une remontée de cette courbe. C'est absolument inévitable, vu la récession qu'on est en train de connaître. Sur le chômage, c'est la même chose. Alors, aux États-Unis, sur le chômage, quelque part, toutes les mauvaises nouvelles étaient dans leur taux de chômage, puisque eux, ce qui s'apparente vaguement à du chômage partiel, c'est inclus dans le chômage. Donc on a vraiment eu une envolée très spectaculaire du taux de chômage de plus de 10 points en 2 mois. Et puis on commence à le voir refluer assez rapidement d'ailleurs, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, on n'aura pas de mauvaise surprise, puisqu'on l'a déjà vu, la mauvaise surprise. Par contre, la zone euro, la courbe bleu clair, là clairement la hausse du chômage n'est pas cohérente avec un recul de PIB de 3 points. C'est simplement qu'une bonne partie du recul, pour l'instant, se traduit par du chômage partiel. Mais à un moment ou à un autre, on va avoir un basculement d'une partie du chômage partiel en chômage définitif. Et donc, il faut s'attendre à une hausse du chômage. Alors, on espère et on pense qu'on ne retrouvera pas les plus hauts de 2013, mais on va quand même avoir une hausse qui va apparaître dans les prochains mois. Ça ne voudra pas dire que la situation est en train de se dégrader. Ça voudra juste dire qu'on commence à voir complètement les effets négatifs de la dégradation passée. Après, si ça monte beaucoup trop, ça sera peut-être le signe d'une nouvelle dégradation. Mais un début de dégradation, en tout cas, ne sera pas forcément à voir négativement, c'est simplement des choses qui sont en attente. Sur les impacts un peu durables de cette crise, clairement, elle a provoqué une accélération de la digitalisation de l'économie.
Donc ça, on voit bien qu'il y avait une tendance de fond. Là, c'est la part des ventes au détail qui se font par Internet. Vous voyez qu'on était à 2-3% en 92. On était sur une tendance haussière quand même assez claire. Hein. Donc on est aux États-Unis à plus de 15% avant la crise. On a bondi à 23% au pire du confinement. Aujourd'hui, on est, alors que le confinement est quand même bien fini, les magasins sont rouverts aux États-Unis et les ventes au détail sont bien revenus à leur niveau d'avant-crise, et ben on est à 20%. Donc on n'est pas aux 16% de janvier. Ce saut-là, sans doute, est un peu définitif. Ça aura été une accélération. Et on peut penser qu'il y a beaucoup de pans de l'économie comme ça qui auront subi une accélération d'évolution qui était latente ou qui était en train de se mettre en place doucement. Et on mesurera sur la durée les impacts concrets. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des impacts assez importants sur la structure du marché de l'emploi ou la structure de l'économie au sens large du fait de cette crise. Je l'avais déjà évoqué, on a un secteur qui va subir un coup sans doute assez durable selon nous, c'est le secteur aérien. Donc pour trouver un graphique pour imager ça, on a mis le trafic aérien en Chine, puisque c'est là où la crise a eu lieu en premier, où elle est quasi finie, si on peut dire. Et on voit qu'on a beaucoup rebondi, mais qu'on n'a pas effacé toute la baisse. Et notre analyse, c'est qu'il est très peu probable qu'on efface totalement la baisse, parce que je dirais que si on décompose le trafic aérien entre tourisme et affaires, sur le tourisme, je pense qu'on y reviendra. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde sera certain qu'il y a un vaccin qui fonctionne et qu'il a été vacciné, je pense qu'en février, l'envie d'aller voir en Martinique ou en Thaïlande, s'il ne fait pas un peu plus chaud qu'à Paris, elle va revenir. Moi, je suis à peu près certain, au même titre que les gens sont retournés très vite dans les restaurants. Certains pensaient que les gens mettraient des trimestres, voire des années à revenir dans des restaurants. On s'aperçoit que 80 à 90% des gens sont retournés dans les restaurants en quelques semaines, voire quelques jours. Et je pense que sur le trafic de tour aérien, ça sera la même chose. Par contre, il faudra un vaccin. Ça, c'est sûr qu'il faudra vraiment que l'épidémie soit quasi éradiquée. Là où ça va être beaucoup plus compliqué, c'est sur les voyages d'affaires. Toutes les entreprises se sont équipées de salles de visioconférence. Elles ont toutes appris à utiliser des outils comme Zoom ou d'autres pour faire des visios très faciles. Et toutes donc réalisent que finalement, on peut tenir des réunions à distance. Et donc les voyages Paris-New York pour faire 4 heures de réunion ou 6 heures de réunion, je pense que ça va beaucoup, beaucoup moins exister. Donc ça sera un effet direct de la crise. Et par ailleurs, ça se cumule avec un effet un peu tendanciel selon nous qui n'est pas lié à la crise, mais c'est la prise en compte de plus en plus grande de tout ce qui est facteur ESG, environnement, social et gouvernance. Et c'est clair que pour être bien noté, les entreprises font de plus en plus attention à leurs émissions de CO2. Et l'aller-retour en business pour une réunion en termes d'émissions de CO2, ce n'est pas totalement optimal. Donc voilà, on pense que la partie business va quand même sans doute structurellement être sur des niveaux plus bas qu'elle était avant la crise. Après, on est sur des courbes ascendantes dans les deux cas, donc ça ne veut pas dire qu'on ne reverra jamais le niveau de trafic aérien de janvier. Simplement, il faudra attendre que la tendance compense la baisse qu'on aura eue due à la diminution des voyages d'affaires. Sur une des grandes questions qui se pose aujourd'hui pour les économistes, mais même pour les marchés au sens large, c'est l'impact sur l'inflation de cette crise et surtout des mesures qui ont été prises. Donc l'impact de la crise proprement dite, elle est claire, c'est un impact de très court terme. Et cet impact, il est à la baisse. Donc on regarde les variations, qu'est-ce qui a impacté l'inflation ? Donc c'est des statistiques sur l'inflation américaine, c'est un calcul qui est fait par la Fed de San Francisco, et on regarde l'évolution de l'inflation, qu'est-ce qui tient à un sujet sur l'offre et qu'est-ce qui tient à un sujet sur la demande. On arrive à faire une décomposition comme ça. Typiquement, l'offre a plutôt tendance à pousser l'inflation à la hausse, parce que les problèmes d'offre, c'est souvent une insuffisance d'offre, donc c'est assez clair. La demande, à l'inverse, a plutôt tendance à pousser à la baisse, mais pas toujours. Vous voyez qu'en 2011-2012, elle a plutôt poussé à la hausse. Et là, clairement, aujourd'hui, l'offre continue de pousser légèrement à la hausse, mais ça ne compense absolument pas l'impact de la chute de la demande à la baisse. Et donc, on retrouve une baisse de l'inflation aujourd'hui qui tient à un manque de demande, même si on l'a vu, la demande commence à repartir et donc cette courbe commence à remonter aussi. Donc à court terme, clairement, la chute de la demande a créé une baisse de l'inflation. À plus long terme, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que normalement, en récession,
façon traditionnelle, une récession, ça vous crée plutôt une pression baissière sur l'inflation. Parce que vous avez une baisse des revenus, une baisse de la demande, et qui dit baisse de la demande dit pression baissière sur l'inflation. Or, cette récession est très très particulière de ce point de vue-là. Donc, ce que je dis s'applique surtout aux États-Unis, ça s'applique un peu partout, mais pas avec l'ampleur qu'on va voir sur les États-Unis. Mais aux États-Unis, c'est assez impressionnant de voir que, traditionnellement, pendant la récession, vous avez un fort ralentissement ou voire une contraction des revenus salariaux, avec le chômage qui apparaît. Donc, c'est la courbe noire qui baisse en 2001-2002, qui baisse en 2009-2010. Et puis le revenu disponible global, une fois pris en compte les stabilisateurs automatiques et les mesures qui peuvent être prises pendant la récession, a tendance à baisser, mais plutôt moins. On voit en 2009 que finalement la courbe bleu clair part à la baisse également, mais quand même elle n'atteint pas du tout le niveau de la courbe noire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement différent. Ce n'est pas que la courbe bleu clair a amorti la baisse de la courbe noire, c'est qu'au moment où la courbe noire est partie à la baisse, la courbe bleu clair est partie à la hausse. En fait, on a une forte accélération des revenus aujourd'hui aux États-Unis, tout simplement parce que, alors jusqu'à fin juillet, là, il faudra avoir les impacts dans le temps de la baisse des allocations chômage, mais jusqu'à fin juillet, 80% des chômeurs avaient des revenus au chômage supérieurs aux revenus qu'ils avaient en étant en activité, et 20% d'entre eux avaient des revenus plus de 2 fois supérieurs à ceux qu'ils avaient en activité. Parce qu'il y a eu une majoration exceptionnelle de 2 500 $ par mois des allocations chômage. Vous ajoutez à ça les envois de chèques systématiques et finalement, vous avez une récession où au lieu d'avoir une perte de revenus chez les ménages, vous avez une envolée. C'est totalement atypique et a priori, c'est plutôt inflationniste à moyen terme parce que si vous avez une envolée des revenus, la demande, à un moment, risque d'être très forte. Alors pas tout de suite parce que les gens hésitent encore à aller dans les magasins et on a un effet frein à la consommation par toutes les mesures. Mais si à un moment on a un vaccin, on peut penser que toute cette épargne qui s'est accumulée va se déverser dans de la demande, et à ce moment-là, on devrait avoir plutôt des pressions haussières sur l'inflation. Donc c'est ce qui nous paraît le plus probable. On n'est pas catégorique, parce que depuis 20 ans, à chaque fois que quelqu'un a dit que l'inflation allait accélérer, il a eu tort. Donc ça rend modeste, on fait très attention, mais ça nous paraît quand même être la chose la plus logique. C'est renforcé par quelque chose, c'est par le fait que la Fed a changé sa façon de mener sa politique. Donc le graphique n'est pas directement lié à ce que je dis. Là, on voit en parallèle l'évolution des Fed Funds par rapport à l'indicateur d'inflation que retient la Fed. On voit que historiquement, dans les années 90 et 2000, les taux Fed Funds en bleu clair étaient au-dessus de la courbe d'inflation et qu'ils ont plutôt tendance maintenant à être en dessous. Donc une politique moins restrictive, c'est clair. Et le changement de politique qui a été mis en place, c'est que jusque-là, la Banque centrale américaine était dans l'anticipation de l'inflation. Elle estimait un taux de chômage d'équilibre. Si le chômage passait sous le taux de chômage d'équilibre, elle se disait « ça va créer des pressions inflationnistes, j'attends pas de voir l'inflation accélérer pour agir, parce que dans les années 70, on a vu que ça marchait pas très bien, j'agis de façon préventive. » Et là, la Banque centrale a changé son optique. Maintenant, son optique, c'est j'attends que le chômage baisse, je laisse baisser tant qu'il n'y a pas d'inflation. Quand l'inflation accélère, je la laisse accélérer. Et une fois qu'elle est restée un certain temps un peu au-dessus du niveau que je voudrais, je commence à essayer de la contrôler. Donc on voit qu'on a une banque centrale qui va être beaucoup moins agressive pour contrôler l'inflation, qui va beaucoup plus accepter de voir une inflation commencer à déraper. Et donc si on additionne le fait qu'on a une demande qui pourrait accélérer une fois qu'on aura un vaccin de façon importante, et qu'on a une banque centrale qui est beaucoup moins encline à essayer de la contrôler, on voit qu'on augmente quand même la probabilité de voir de l'inflation réapparaître d'ici, non pas quelques mois ou quelques trimestres, mais plutôt d'ici quelques années. Pardon. En tout état de cause, on a des banques centrales qui sont très agressives dans cette crise, qui vraiment soutiennent beaucoup, qui non seulement soutiennent beaucoup par leur politique monétaire, mais qui encouragent les gouvernements à soutenir beaucoup. C'est particulièrement vrai aux États-Unis, où il y a des incitations très très fortes de la Banque centrale pour qu'il y ait plus de mesures fiscales qui soient mises en place.
Et les gouvernements ne s'en privent pas. Hein. Si vous regardez, là on vous a mis ce que représente la relance budgétaire en pourcentage de PIB au niveau mondial. Vous voyez qu'on est sur une ampleur aujourd'hui qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait eu en 2008-2009. Hein. Les mesures de soutien et de relance sont beaucoup plus importantes. Ça fait partie des raisons qui font penser aussi que l'inflation peut accélérer. C'est que là on est quand même sur des mesures qu'on n'a pas vues depuis la Deuxième Guerre mondiale, sur l'ampleur de l'argent qui est mis sur la table pour pousser l'économie au maximum. Et donc, c'est un facteur de soutien très important qui fait que, selon nous, on a quand même une bonne probabilité, au-delà du rebond un peu technique, hein, où on était à 70 de PIB au mois d'avril, et puis on va revenir vers 97 en fin d'année. La question, c'est après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à 97 ou est-ce qu'on croît sur des rythmes très faibles ou plutôt un peu soutenus? Nous, on est plutôt sur du un peu soutenu, voire soutenu, parce que toute cette politique budgétaire, elle va pousser. Alors, ces prévisions, c'est modulo l'épidémie, hein, bien sûr. Si tout d'un coup, vous avez une épidémie qui repart très fortement avec beaucoup de décès, il faudra réviser à la baisse. À l'inverse, si vous avez un vaccin qui est confirmé et qui est diffusé très rapidement, il faudra infléchir à la hausse. Mais modulo l'épidémie, le plus probable pour nous, c'est qu'avec toutes ces mesures de soutien, la croissance sera vigoureuse en 2021. Et que donc, au final, on va retrouver à peu près les niveaux d'avant-crise à la fin 2021. Et donc voilà, pour résumer très rapidement, côté épidémie, on a eu des nouvelles mitigées, pas très bonnes du côté capacité à la contrôler par rapport à ce qu'on avait imaginé. Par contre, au niveau des mesures de confinement mises en place, on a quand même des mesures beaucoup plus ciblées, donc ça c'est quand même une bonne chose. Et la probabilité d'avoir un nouveau confinement généralisé nous paraît quand même vraiment faible aujourd'hui. Et puis on a des signes quand même très prometteurs sur les vaccins. On n'en a pas un aujourd'hui, mais c'est vrai que la situation est quasi la meilleure qu'on aurait pu imaginer il y a 4-5 mois de ce point de vue-là. L'activité, je l'ai souligné, on a eu un arrêt d'activité incroyable. Il faut prendre acte. Hein. C'est vrai que c'était passé de 100 à 70 de PIB en France, c'était totalement incroyable. Mais on a eu un rebond quasi aussi fort. Donc on est revenu à 95 au mois d'août et on pense qu'en fin d'année, on sera autour de 97, je l'évoquais. Pour autant, ça reste une vraie récession. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un chômage qui va monter dans les prochains mois, qu'on ne va pas voir apparaître des faillites. Hein. Les effets négatifs des récessions vont arriver inéluctablement selon nous. Il faut y être préparé. Ça sera surtout la traduction de mauvaises nouvelles passées, hein, pas la traduction de nouvelles mauvaises nouvelles. On a un soutien monétaire, budgétaire absolument jamais vu. C'est quelque chose d'une ampleur absolument incroyable, qui est sans doute utile aujourd'hui. Mais c'est vrai que si à un moment on a un vaccin, on pourra se demander si ce n'était pas trop, parce qu'il n'y aura plus de frein en face de toute cette poussée qui est en place de façon sans doute assez durable. Et donc au final, on pense qu'on va retrouver les niveaux d'activité de début 2020 à la fin 2021. Donc quelque part, on aura perdu 2 années de croissance. C'est beaucoup de perdre 2 ans, mais par rapport à ce qu'on a pu craindre à un moment dans cette crise, c'est finalement pas si horrible que ça, si je puis dire. Je passe à la partie marché financier. Donc sur la partie marché financier, on a donc un premier. Donc, si on regarde d'abord ce qu'ont fait les banques centrales ont vraiment réussi à absorber une très grande partie du choc. C'est assez impressionnant. Habituellement, quand vous avez une crise économique ou une crise financière qui crée une crise économique, vous avez un cercle vicieux qui se met en place, c'est-à-dire que la détérioration de l'économie provoque une détérioration des marchés qui, elle-même, par effet de répercussion, repèse sur l'économie. Et puis on s'enchaîne comme ça, et il faut que quelqu'un essaie d'arrêter ce cercle vicieux. Et cet effet, les marchés financiers pèsent sur l'économie, c'est synthétisé par ce qu'on appelle l'indice des conditions financières. Quand on est à 0, ça veut dire que les marchés n'ont pas d'impact sur l'économie. Quand on est au-dessus, c'est-à-dire que les marchés ont tendance à pousser l'économie. Et puis plus on va vers du négatif, plus ça veut dire que les marchés sont en train d'asphyxier l'économie. Et quand vous avez une crise, habituellement, vous avez une forte détérioration. Quand c'est une crise majeure comme celle qu'on a connue là, en termes de PIB, normalement, si vous regardez 2009, vous apercevez qu'on met très longtemps à retrouver un indice de conditions financières qui revient à l'équilibre et qui arrive à s'y maintenir. En fait, il faut attendre 2013 pour être vraiment au-dessus de 0. Là, il a fallu quelques mois.
en quelques mois, on est revenu sur des marchés qui étaient neutres pour l'économie. Et donc, on a cassé le cercle vicieux économie-marché. Et en si peu de temps, sur un choc aussi violent, c'est assez impressionnant. C'est vraiment un résultat exceptionnel qu'ont obtenu les banques centrales. En fait, concrètement, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que les marchés actions ont rebondi, que la volatilité a baissé, que les spreads, donc les surplus de rendement des émetteurs privés, sont revenus rapidement et que la liquidité est réapparue assez rapidement. Ça a été obtenu par des mesures exceptionnelles, bien sûr. Là, on vous montre la variation sur 2 mois des bilans des principales banques centrales. Et vous apercevez qu'on a été très au-delà de ce qu'on avait vu en 2008-2009. Donc ça a été extrêmement massif, extrêmement violent. Et c'est comme ça que les banques centrales ont réussi finalement à très très rapidement ramener du calme sur les marchés et éviter ces effets de contagion et de cercle vicieux. Si je passe au marché obligataire, clairement, on n'attend pas de remontée des taux courts avant plusieurs années. Je l'ai dit, la Banque centrale américaine a changé sa politique en disant qu'elle accepterait de voir l'inflation accélérer avant de bouger. Et donc mécaniquement, sur ce slide, vous avez les anticipations de taux monétaires par le marché au mois de juin, donc avant le changement de politique par la Fed, et au mois de septembre après le changement de politique. Et vous pouvez voir que les courbes se sont décalées assez sensiblement vers le bas. C'est-à-dire que les marchés ont repoussé le moment où ils imaginaient que la Banque centrale allait remonter ses taux d'intérêt. Et donc, vous voyez qu'en 2023, on a toujours des taux de Banque centrale à 0,1. Donc voilà, les marchés anticipent que la Banque centrale ne remontera pas ses taux avant au moins 2-3 ans. Et ça paraît le plus probable. Et ce mécanisme-là est aidé aux États-Unis par le changement de politique de la Banque centrale américaine, mais il est aussi aidé dans la zone euro. Alors on n'a pas eu un changement de politique officiel comme ça, mais on a eu quand même la claire affirmation par la Banque centrale européenne qu'elle avait mis en place des programmes d'achat d'obligations sur le marché et qu'elle comptait bien les utiliser jusqu'au bout, donc montrant qu'elle allait soutenir le plus possible le marché. Là, vous voyez la taille de son bilan, et clairement, il n'y aura pas d'arrêt de la hausse avant d'avoir atteint les montants maximum. Donc dans les deux cas, le message, c'est que sur les taux courts, sans doute pas de remontée avant un certain temps. Ce qui fait que la partie courte de la courbe des taux ne nous paraît pas très dangereuse. Bon, elle ne fait pas rêver. Aujourd'hui, je crois que vous êtes à moins 0,7% pour investir à 2 ans en Bund. Donc vous avez peu de chances de perdre au-delà de ces moins 0,7 par an. Donc vous allez perdre 1,4 en 2 ans, mais pas plus par une moins-value. C'est une façon de positiver quelque part. Sur la partie longue de la courbe des taux, on est plus inquiet parce que si effectivement à un moment une probabilité d'accélération de l'inflation apparaît sur le marché, ça peut quand même créer une tension sur les taux, surtout que vous n'êtes pas du tout protégé aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est que la partie longue des taux ne vous rémunère pas correctement. Ça, c'est complètement factuel. Si vous regardez les taux réels des obligations, donc vous pouvez acheter des obligations indexées sur l'inflation où vous allez avoir vos coupons et votre capital qui va se revaloriser comme l'inflation. Et en plus de ça, normalement, vous touchez un coupon. Sauf que là, le taux que vous touchez, c'est un taux négatif. C'est-à-dire que vous perdez de l'argent par rapport à cette hausse en ligne avec l'inflation. Et ce que vous perdez aujourd'hui, aussi bien aux États-Unis que dans la zone euro, c'est 1,5% par an. Donc vous pouvez bloquer cette forme de rémunération aujourd'hui. Vous investissez et vous savez qu'en réel, à horizon 10 ans, vous aurez perdu 1,5% x 10, donc vous aurez perdu 15%. C'est ce que vous propose le marché obligataire aujourd'hui. C'est la garantie, sans risque aucun, de perdre 15% en réel net de l'inflation. C'est clairement pas une rémunération qui est très très attractive. Et donc on pense qu'aujourd'hui on est sur des taux aussi bas parce que les banques centrales achètent massivement et que les marchés sont toujours dans un état de stress. Mais si effectivement on a un vaccin qui est découvert et qui est autorisé et que l'économie accélère, il y a un moment sans doute où de telles rémunérations n'intéresseront vraiment plus personne et où on peut avoir ce qu'on appelle une pontification de la courbe des taux, c'est-à-dire que la partie courte ne bougera pas parce qu'on sait que la Banque centrale effectivement à 2 ans ne montera pas, mais le 10 ans et plus encore le 30 ans, tout d'un coup peuvent intégrer des risques de situations moins favorables et puis se mettre à remonter. Donc voilà, on est assez sceptique sur l'intérêt d'investir sur du 10 ans ou du 30 ans, où non seulement on a un rendement qui est autour de 0, voire négatif, mais où en plus on peut perdre en capital si les taux remontent. Côté crédit,
Je l'ai évoqué, hein, on a eu une tension des spreads très rapide, mais un retour aussi rapide. Alors on n'a pas effacé toute la remontée des spreads. Donc pour rappel, hein, le spread, c'est le surplus de rendement que paye un émetteur privé par rapport à l'émetteur le plus sûr qui, dans la zone euro, est l'État allemand. Et donc ça se présente en BP, hein, en centièmes de pourcent. Donc quand on est quand on est monté à 900, ça voulait dire que cet émetteur payait 9% de plus que l'État allemand. L'État allemand payant autour de 0, ça veut dire que l'émetteur privé payait 9%. Donc ces spreads se sont envolés. Donc la prime de risque qu'on demandait aux émetteurs privés pour leur prêter de l'argent s'est envolée. Et on voit qu'elle est quand même revenue assez rapidement. Mais on est sur des niveaux qui ne sont pas les niveaux d'avant-crise. Hein. On est quand même bien au-dessus des niveaux de janvier. Avec peut-être une petite exception, c'est sur la courbe la plus basse, où là on est légèrement au-dessus de janvier, mais il n'y a plus grand-chose à gagner. Et notre analyse, c'est que sur cette récession, on a une récession qui, quelque part, est assez favorable aux banques. D'abord parce que, contrairement à 2008-2009, les banques ne sont pas au milieu de la tempête. Hein, ce n'est pas une crise financière à la base. Et en plus de ça, une bonne partie des prêts qu'elles ont assurés pendant la crise étaient garantis à 80 ou 90% par les États. Donc ça vous donne quand même un certain confort sur les risques de pertes futures. Donc, pour les banques, donc, c'est plutôt mieux qu'une crise normale. Et même pour les émetteurs privés, c'est plutôt mieux qu'une crise normale. D'abord parce qu'elles-mêmes ont bénéficié de prêts des banques garantis par les États et que en fait, les marchés obligataires se sont réouverts très rapidement. Réouverts, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous avez une crise, tout d'un coup, le marché primaire se ferme. C'est-à-dire que les nouveaux émetteurs ne peuvent plus aller sur le marché pour émettre des obligations. Il n'y a pas d'intérêt. Et donc, si vous devez rouler des échéances, si vous avez un ancien emprunt qui arrive à maturité et que vous avez besoin de réémettre pour retrouver de la liquidité, si manque de chance, vous faites ça juste pendant la récession, vous ne pouvez pas le faire et vous risquez la faillite. En 2009, le marché primaire est resté fermé pendant à peu près 1 an. C'était impossible d'aller émettre pour un émetteur sur les marchés. Là, c'est resté fermé pendant quelques semaines pour les meilleurs émetteurs et des tout petits mois pour les émetteurs les moins bons. Et donc, toutes les entreprises ont pu rouler leurs dettes, donc réémettre quand elles avaient une échéance. Et donc, entre les prêts bancaires et le marché qui a continué de fonctionner, il y a beaucoup moins d'entreprises qui ont été asphyxiées au niveau cash. Et donc, on devrait avoir un nombre de faillites quand même moindre que d'habitude. Et donc, notre sentiment, voilà, c'est que c'est une crise qui est très violente d'un point de vue économique, mais qui, pour les banques et pour les émetteurs privés, est finalement peut-être pas la plus stressante parce qu'elles ont disposé de garanties, elles ont pu accéder au marché. Et donc, on considère que pour les émetteurs les plus risqués, où les niveaux de spread restent sur des niveaux élevés, donc les deux courbes les plus hautes autour de 500 BP, les financières Additional Tier 1 et les corporates, donc les émetteurs privés hors financière au rendement, on pense que ça a de la valeur et on est bien rémunéré pour le risque réel qui existe aujourd'hui, c'est notre analyse. Et donc, on reste positif sur cette sous-classe d'actifs du marché obligataire qui est la partie la plus risquée, si on peut dire. Ce pari-là est d'autant plus, on va dire, facile, c'est qu'on a un soutien quand même structurel en ce moment. C'est qu'on a la Banque Centrale Européenne qui achète des émissions du secteur privé. Alors, elle n'achète pas les émissions que je viens d'évoquer qui sont les plus agressives. Elle s'arrête juste avant. Mais après, vous avez un effet contagion qui se met en place et qui fait qu'il y a aussi un soutien indirect à la partie la plus risquée. Sur le graphique, on vous a mis combien détient en pourcentage de l'univers, on va dire, investment grade corporate. Donc, investment grade, ça veut dire les emprunteurs d'assez bonne qualité, privés non financiers, donc les entreprises d'assez bonne qualité, pour résumer. La Banque Centrale Européenne détient à peu près 14% de ce marché aujourd'hui et elle achète continuellement. Donc ça, c'est sûr que ça crée un soutien très important. On a un acheteur d'une taille qu'on n'a jamais vue sur ce marché obligataire et ça va aider ce type de dette à bien se comporter, selon nous, dans les prochains trimestres. Sur l'euro-dollar, on avait une situation pendant longtemps, pour ceux qui viennent régulièrement, où on disait qu'il y avait une forme d'équilibre instable, c'est-à-dire que d'un côté, on avait un dollar qui était sans doute trop haut par rapport à son juste niveau fondamental. Le juste niveau contre l'euro, c'est peut-être 1,30, 1,35, mais qu'on avait un dollar qui profitait de taux d'intérêt plus élevés que l'euro, et donc il avait une pression de court terme qui était en sa faveur. On peut voir, quand on regarde l'évolution du différentiel de taux d'intérêt, c'est la courbe bleu clair, donc c'est le taux réel à 2 ans. On peut voir qu'on était à -3 il y a 1 an et demi, aujourd'hui on est à 0. Donc le différentiel favorable au dollar a totalement disparu.
Et mécaniquement, on voit qu'une fois qu'on s'est rapproché de zéro, on a l'euro qui a commencé à remonter contre dollar. Donc on est clairement aujourd'hui, nous, dans une position où, à moyen terme, c'est-à-dire à 18 mois à peu près, on est haussier euro contre dollar. On est un peu prudent à très court terme parce que c'est vrai qu'on a le sentiment, quand on regarde le nombre de positions en futur, qui est au plus haut depuis 10 ans sur l'euro-dollar, on a le sentiment que tout le monde s'est engouffré dans ce pari au même moment. Et quand vous avez tout le marché qui est positionné dans le même sens à jouer la même chose, ça crée quand même une certaine fragilité. Donc on n'est pas pressé de prendre une position haussière euro contre dollar, mais on pense que si le dollar continue comme depuis quelques jours à remonter un peu contre euro, il y aura sans doute des points d'entrée pour une position là qui sera une position de moyen terme, pas une position à quelques semaines. En général, on ne prend pas de position à quelques semaines ou quelques mois parce qu'on n'a pas la visibilité suffisante vu notre approche qui est très fondamentale et qui a plus de sens sur des horizons quand même plus longs. Sur les marchés actions, alors clairement, cet arrêt de l'économie a eu un impact très fort sur les bénéfices des entreprises. La bonne nouvelle, c'est que notre sentiment, c'est que c'est intégré aujourd'hui par les analystes. Là, vous avez un graphique de révision des analystes. Quand on est à zéro, c'est qu'il y a autant de révisions à la hausse qu'à la baisse. Et puis, plus on est négatif, plus on a de révisions à la baisse. La norme, en tout cas depuis une dizaine d'années, c'est d'être plutôt en dessous de zéro. C'est d'avoir des analystes un peu trop optimistes en début d'année qui révisent un petit peu à la baisse. Ça, c'est à peu près la norme. Quand on a un choc comme on vient de l'avoir, vous voyez qu'on a eu sur le premier semestre des révisions très très violentes à la baisse, face à une baisse d'activité que personne n'avait pu anticiper bien sûr. Mais on est revenu maintenant au niveau habituel. Donc ça veut dire pour nous que les mauvaises nouvelles sur les profits qui sont liés à la baisse d'activité, elles ont été intégrées par les analystes. Elles sont totalement dans les cours. Et c'est important parce que tant que ce n'est pas intégré par les analystes, vous pouvez regarder tous les indicateurs de PER ou de choses comme ça. Ils ne veulent rien dire parce que si les chiffres de bénéfices ne sont pas à jour de la crise, vous regardez des PER qui ne veulent rien dire, qui regardent la photo d'avant-crise. Et donc notre sentiment, c'est que voilà, les photos qu'on va vous montrer après, c'est des photos qui sont valables, qui ont bien pris en compte les mauvaises nouvelles. Et les analystes ne sont plus particulièrement surpris à la baisse aujourd'hui. Donc quand on regarde les PER, mécaniquement, on a des PER qui ont quand même beaucoup progressé, tout simplement parce qu'on a eu des révisions sensibles des bénéfices à la baisse et que finalement les cours n'ont pas baissé tant que ça. Alors c'est vrai que sur le CAC 40, qui est un marché particulier, on est à moins 20, mais sur l'Eurostoxx, on est plutôt à moins 15. Sur le marché américain, on est à 0. Et la baisse des bénéfices est d'une ampleur quand même un peu supérieure. Donc mécaniquement, le rapport cours sur bénéfice a eu tendance à progresser, avec en particulier, vous le voyez, les États-Unis, où on est sur des niveaux de 22, 23, donc des niveaux qui deviennent quand même vraiment élevés et qui sont assez sensiblement supérieurs aux autres marchés. Alors c'est vrai que ça fait maintenant 5-6 ans qu'on a une forme de prime du marché américain par rapport aux autres marchés. Vous voyez que la courbe bleu clair est au-dessus des autres courbes depuis maintenant 5 ans de façon à peu près claire. Parce qu'elle est mieux positionnée par rapport à ceci, les valeurs de croissance, la technologie, etc. Et c'est vrai que la crise a sans doute un petit peu accéléré ce mouvement-là. Mais voilà, des valorisations en absolu qui paraissent élevées, et en particulier sur le marché américain. Sur le marché américain, il faut quand même modérer ça en le redécomposant, parce qu'on s'aperçoit que sur le marché américain, où on est autour de zéro aujourd'hui, c'est ce que représente la courbe noire, on a ce marché américain qui est à zéro. Par contre, si on regarde hors GAFAM, donc les 5 valeurs qui ont un gros poids dans l'indice, on est à moins 7, donc on n'est plus à zéro, on est quand même plus proche de ce que connaissent les autres marchés dans le monde, d'être en territoire négatif autour de 10%. Et pourquoi on a cet écart? Parce qu'en fait, les GAFAM, eux, sont à plus 34. Donc c'est vrai que le marché américain, quand on le regarde dans son ensemble, il y a un micro-marché composé de 5 valeurs qui va très très bien et qui est en forte hausse. Et puis on a le reste du marché qui, comme à peu près l'ensemble du marché mondial, est en recul raisonnable vu la crise, mais quand même en recul. Sur l'évolution des marchés dans les prochains mois, prochains trimestres, on s'attend à des éléments négatifs qui peuvent peser sur les marchés. Donc un premier élément négatif, en tout cas une disparition d'éléments positifs, c'est les chiffres économiques.
le rebond économique a été beaucoup plus fort qu'attendu, ce qui veut dire que systématiquement, à chaque fois que vous avez eu un chiffre économique publié depuis 3 mois, c'était une bonne nouvelle. Et donc le marché, à chaque fois, ça l'a soutenu. On le voit très bien sur ce graphique. Vous avez l'indice Citigroup de surprise économique. Donc c'est un indice très simple. À chaque fois qu'il y a un chiffre publié, on regarde est-ce qu'il est mieux ou moins bon qu'attendu. S'il est mieux, ça fait monter la courbe. S'il est moins bon, ça la fait baisser. Puis on agrège tous les chiffres. Et puis ça donne une courbe qui évolue. On voit qu'au moment du confinement, les chiffres ont été beaucoup plus mauvais que ce que le consensus attendait. Donc le consensus a sous-estimé l'impact du confinement sur l'économie. Mais il a encore plus sous-estimé l'impact dont le rebond de l'économie derrière, avec un indice de surprise économique qui a absolument battu tous les records à la hausse. Même en 2009, on a eu du mal à atteindre les 50. Là, on a dépassé les 150, donc c'est vraiment très impressionnant. Par contre, cet élément-là, pour nous, il est derrière nous. C'est-à-dire que le PIB qui passe de 70 à 95 entre avril et août, c'est fait. On espère faire 95-97 sur la fin d'année, et puis après, on espère remonter jusqu'à 100 en un an. Donc les chiffres économiques vont être beaucoup moins forts. Les analystes ne sont pas non plus idiots, ils ont vu qu'ils ont été surpris à la hausse un certain nombre de fois, donc ils ont tendance à pousser un petit peu à la hausse maintenant leurs prévisions. Et donc on va rééquilibrer ça. Et donc on ne va plus avoir ce soutien permanent de chiffres économiques toujours meilleurs qu'attendus. Donc ça, c'est un soutien qu'on avait qui est en train de disparaître. On a deux autres facteurs qui créent un risque à court terme. Alors il y a d'abord le Brexit, qui est un véritable serpent de mer. Ça fait je ne sais plus combien d'années maintenant qu'on réévoque le Brexit toujours. Là, on arrive un peu à la fin. On a un vrai risque d'avoir un Brexit sans accord. Ce n'est pas non plus une garantie. On est dans la phase de négociation où le but, c'est quand même de bander ses muscles et de faire peur pour faire céder l'autre dans la négociation. Donc on ne sait pas dans quelle mesure Boris Johnson essaye simplement d'obtenir le meilleur accord en essayant de faire peur, ou dans quelle mesure il est vraiment en train d'essayer de sortir en force, c'est pas très clair. Mais voilà, on va avoir une résolution quelque part, on saura ce qu'il en est dans les prochaines semaines. Là, on a maintenant, c'est moins d'un mois, je pense, en tout cas fin octobre, je pense que ça sera définitivement décidé. Même si c'est fin novembre, on est vraiment dans des délais qui sont très très courts. Donc ça, c'est un premier facteur de risque. Le deuxième facteur de risque, c'est pour nous le plus important, c'est l'élection américaine, avec un calendrier qui s'accélère. On a le premier débat qui va jouer un rôle clé, qui est dans la nuit de mardi à mercredi pour nous. Donc c'est dans 2 jours. Comme on n'a pas de grands meetings, etc., ça va forcément avoir un rôle très important chez les personnes qui sont encore hésitantes. On a l'élection qui est le 3 novembre, donc on est dans des délais d'1 mois et demi maintenant, même pas 1 mois et quelques jours. Alors voilà, cette élection américaine, pour nous, c'est vraiment un facteur de risque important. Pas tant sur savoir qui va gagner. Je pense que les marchés se satisferont aussi bien de Trump que de Biden. Trump, c'est la garantie que les baisses d'impôts seront maintenues, celles qu'il avait mises en place. Et Biden, c'est pas la garantie que les baisses de taux seront maintenues, mais la quasi-garantie d'avoir un plan autour de 3 000 milliards de relance, ce qui est absolument colossal et qui, via l'activité, peut compenser quand même pas mal les baisses d'impôts qui seraient, pourquoi pas, annulées. Non, le vrai risque pour nous, c'est de ne pas avoir de vainqueur clair, c'est de rentrer dans une période où Donald Trump refuse d'admettre la victoire de Biden. Il a clairement dit qu'il n'était pas du tout sûr qu'il accepterait de reconnaître la victoire de Biden, qu'il essaye d'utiliser la Cour suprême américaine, où il est en train de faire nommer quelqu'un en urgence, etc., pour essayer de refuser le résultat des élections, et qu'on passe par une période de trouble où on ait des manifestations dans la rue qui pourraient devenir violentes. Voilà. On peut facilement créer des scénarios avec quelqu'un comme Trump, des scénarios qui sont assez désagréables. On pense que le système américain est quand même fort, c'est-à-dire que les républicains du Congrès et du Sénat ont clairement dit que ils ont clairement refusé de repousser l'élection quand Trump l'a envisagé il y a 1 mois et demi. Et ils ont clairement dit qu'eux étaient pour une transition, smooth transition, comme ils disent, une transition en douceur. Donc ils ne le suivront sans doute pas là-dedans, donc ce qui permettra de rétablir un équilibre et de calmer tout ça en quelques semaines, on l'espère. Mais on peut quand même passer par une phase un peu compliquée, ce que les marchés n'aimeraient franchement pas, je pense. Donc voilà, c'est le principal risque à court terme. Et c'est vrai qu'entre moins de bonnes surprises économiques, le Brexit et l'élection américaine, on pourrait se dire, est-ce que finalement il ne faudrait pas être plutôt négatif sur les marchés actions ? Surtout qu'ils ont l'air un peu chers. Notre analyse, dès lors qu'on n'investit pas à quelques semaines, mais qu'on est plutôt quand même sur quelques trimestres, et que ces événements sont quand même des événements de court terme, c'est de bien regarder les éléments structurants des marchés financiers
Et autant, je l'ai dit, les marchés en absolu ont l'air chers, autant quand vous calculez leur prime de risque, qu'on peut faire en faisant l'inverse du PE moins le taux 10 ans, donc on divise les bénéfices qu'on touche en tant qu'actionnaire sur le cours de l'action, et on fait moins le taux 10 ans, on s'aperçoit que aussi bien dans la zone euro qu'aux États-Unis, on est sur les niveaux moyens des 10 dernières années. On n'a pas du tout bougé, et on est très très au-dessus des niveaux qu'on avait à la fin des années 90. À la fin des années 90, on avait une prime négative, on était à -2. Aujourd'hui, on est toujours à +5, donc on n'est pas du tout dans cette période-là. Et donc si vous avez une prime de risque qui est la prime normale, dans un contexte où vous savez que la Banque centrale et les gouvernements soutiendront l'économie sans limite et soutiendront les marchés sans limite, finalement, vous vous dites, j'ai quand même un sous-jacent fondamental qui est très très en faveur du marché action. Et donc voilà, notre conclusion, c'est que même si les marchés actions sont chers en absolu, même s'il y a des facteurs de risque de court terme, c'est justifié de garder une surexposition sur les marchés actions. Peut-être pas la surexposition maximale qu'on puisse avoir, mais quand même une surexposition, parce que d'un point de vue fondamental, on a quand même des soutiens très importants. Voilà, et donc on vous a remis une hiérarchie comme on le fait habituellement. C'est ce qu'on appelle, on va dire, la hiérarchie risk-on, c'est-à-dire là où on est positif sur les actifs risqués. Il y a deux grands types de hiérarchie quand même sur les marchés. C'est soit vous voyez la récession arriver et il faut être risk-off, il faut fuir tous les actifs risqués, soit vous avez un contexte qui vous paraît plus favorable et il faut privilégier les actifs risqués. Donc tout en haut, on a mis les actions pour les raisons que je viens d'expliquer. On n'a pas mis de hiérarchie au sein des différents pays parce qu'on est sur des prévisions à 12 mois et je vous avoue que vu d'aujourd'hui, 12 mois, c'est quasiment l'infini pour un investisseur. On va avoir le Brexit, l'élection américaine, un vaccin, pas de vaccin, une épidémie qui repart pas, des mesures budgétaires possibles, un plan de relance américain peut-être de 3 000 milliards. Vous voyez, les inconnus sont tels que c'est difficile, au-delà du message global qui est positif pour les actifs risqués, c'est difficile d'y voir très clair. À titre d'information, à court terme, on est quand même plutôt positif sur les marchés euros. On était positif marché euro et américain au début de l'été. Et pendant l'été, on est devenu un peu moins positif sur les marchés américains à cause de l'approche de l'élection américaine, qui est quand même avant tout un sujet américain, même s'il y aura une contagion. Si ça se passe mal, il y aura une contagion un peu partout. Mais c'est sans doute là-bas que ça tendra le plus, surtout que c'est là où les indices sont le plus hauts et où il y a sans doute le potentiel de correction le plus grand. Les convertibles, c'est mécaniquement, il y a une composante action, donc elles bénéficient de nos prévisions positives sur les actions. Et au sein du monde obligataire, vous le voyez, on est positif sur la partie la plus offensive, où on l'a dit, ce type de crise n'est pas la crise la pire pour un émetteur ou pour une banque, puisqu'on a quand même des garanties et un marché qui est resté ouvert pour se refinancer. Donc c'est sans doute là où il y a le plus de valeur aujourd'hui. Par contre, sur la partie obligation d'État, on l'a repositionné tout en bas. Autant, on l'a dit, la partie courte de la courbe est assez protégée par le fait que les banques centrales, effectivement, ne remonteront pas leur taux avant sans doute 2 ans et demi, 3 ans. Par contre, la partie la plus longue, avec des taux réels à moins 1,5%, donc comme je l'ai dit, la garantie de perdre 15% en réel en prêtant à l'État pendant 10 ans, on ne voit pas trop l'intérêt. Et si à un moment l'aversion au risque diminue, si effectivement un vaccin est autorisé et qu'il y a un soulagement sur l'économie et les marchés, probablement cette classe d'actifs-là, qui est vue comme une classe d'actifs refuge, souffrira et on pourrait voir une remontée des taux d'intérêt. Merci Mathieu. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées sur Internet, par Internet. Donc on va essayer de les regrouper. Il y a plus de presque 25 questions, je crois. Il y en a une qui vient d'arriver quand même, Mathieu, et je te la pose parce qu'elle est liée à ce petit thermomètre qui est là. C'est est-ce qu'on a déjà mis les actions en bas ? Eh bien, on ne les a pas mis souvent, c'est vrai, mais ce qui n'est pas idiot, parce que les récessions sont beaucoup plus courtes que les phases d'expansion et le marché action, c'est un marché qui est tendanciellement haussier, avec des mouvements de baisse très brusques, et donc qui durent peu de temps, et des phases de rebond beaucoup plus longues. Donc ce n'est pas illogique d'être beaucoup plus souvent positif que négatif. Après, on a été négatif en début 2009, je vérifie que je ne me mélangeais pas dans les années, mais c'était dans 2008 en fait. Oui, je confonds les années, non c'est ça, je me disais bien. 2007 même, on est passé, 2007.
C'est en 2007 on a anticipé. C'est au printemps 2007. Oui, excusez-moi. On a anticipé la récession aux États-Unis. Faut que je me recale. Beaucoup plus forte que prévu, mais c'était ça. On est printemps 2007, et je sais qu'on l'avait gardé quelque part. En janvier 2008, il y avait des prévisions de pas mal de maisons dans un journal connu, et on était les seuls à avoir une prévision de baisse du marché actions. Donc ça nous arrive, et ça nous est même arrivé en étant les seuls. Alors on avait sous-estimé honnêtement la baisse de 2008. Après, c'est vrai que on a une approche, vous le comprenez, qui est fondamentale, qui se base sur le cycle économique, parce qu'on pense que c'est ça qui est anticipable. Les chocs de court terme, par définition, on pense qu'ils ne sont pas anticipables. Donc la récession 2008-2009, on l'avait bien anticipée. Donc on a pu, en amont, être négatif, même si on avait sous-estimé son ampleur, hein, c'est sûr. Par contre, ce qui s'est produit là, on a été totalement incapable de l'anticiper. Je veux dire, c'était un choc du total. L'économie était plutôt en train de rebondir. C'est vrai qu'en janvier, on était positif, on a annoncé plutôt un rebond de l'économie. Les chiffres de janvier-février nous donnaient raison. C'est-à-dire que si vous regardez à la fois les chiffres d'emploi américains, les commandes en Allemagne sur l'industrie, les enquêtes de confiance, tout était réorienté à la hausse. Et puis tout d'un coup, on a cet arrêt très très brutal. Donc c'est vrai que cette fois-ci, c'était quand même difficile à anticiper. Et sur le long terme, vous le savez, on pense que ce que tu rappelais, c'est que les entreprises, c'est elles qui créent la prospérité collective, et que donc on a plutôt intérêt à investir dans les créateurs de prospérité qu'ailleurs sur le très long terme. Peut-être qu'il y a une question dans la salle qu'on pourrait prendre avant de prendre les questions qui nous sont arrivées par écrit. Non, bah alors peut-être qu'on peut les regrouper dans quelques thèmes. Tu as la perche. Voilà, en effet, il y a énormément de questions qui sont arrivées sur le site Speak Up Info, et donc j'ai essayé de les regrouper par thème pour permettre de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Il y a des questions sur l'investissement, des questions sur l'économie. Je vais peut-être commencer sur l'investissement, comme ça Mathieu, tu peux souffler un petit peu. Et donc une première grande question qui est de revenir sur la performance exceptionnelle des marchés américains, et notamment des GAFAM ou de Tesla. Plus généralement, de revenir sur la performance des actions value versus les actions grosses, puisqu'on peut rappeler qu'après une décennie très bonne en 2000 pour les value, ces dernières subissent un très gros retard sur les grosses depuis maintenant plus de 10 ans. Et puis je vais me permettre de grouper cela avec une question sur la question de la valorisation des actifs dans le contexte de marchés régulés par les banques centrales, qui me semble également liée, puisque la question sous-jacente est bien sûr de savoir si c'est le moment de se repositionner sur tel ou tel type d'action ou d'actifs, compte tenu des réponses que François, tu vas apporter à ces questions. Oui, c'est des questions à tiroir. Il y aurait beaucoup à dire. Je pense qu'on va passer 1 heure. Mais on a quand même préparé quelques éléments pour vous éclairer sur plusieurs phénomènes qui se sont cumulés depuis et accélérés, je dirais, depuis plusieurs mois. Le premier, c'est un effet de concentration de la performance. Mathieu a déjà évoqué le sujet. Sur la partie droite du graphique, vous voyez que la performance du Standard & Poor's 500, qui est quand même un indice extrêmement large, quand il est équipondéré, c'est-à-dire qu'on prend chaque entreprise pour la même valeur que les autres, il est effectivement, alors les dates ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de Mathieu il y a quelques instants, mais il était en baisse de 5%, alors que sa performance à l'époque, à fin août, était positive de 5%. Donc on voit bien effectivement qu'il y a un phénomène de concentration qui tient à ce phénomène GAFAM. Hein. Donc les 25 plus importantes sociétés du S&P 500, c'est la courbe noire sur la droite, représentent plus de 42% du S&P 500. C'est un phénomène qu'on n'a jamais connu. Et les 5 premières, les fameuses GAFAM, représentent elles-mêmes 23%. C'est également un phénomène qu'on n'a pas connu. Et elles se retrouvent en particulier unies dans une thématique qui est la même. Donc il y a un phénomène de concentration de la performance. Il y a déjà eu des moments où le S&P était assez concentré en performance, mais on trouvait General Electric, JP Morgan et je ne sais quelle pétrolière. Et voilà, c'était ces grosses-là qui faisaient, qui performaient ensemble et qui faisaient un gros poids dans l'indice. Là, il y a une thématique à la même qu'on retrouve dans le Nasdaq 100, qui est un concentré du Nasdaq et qui est lié à cette thématique, entre guillemets, GAFAM, et sur laquelle on va s'arrêter 2 minutes. C'est grosso modo, c'est l'environnement
techno des États-Unis. Les GAFAM, hein, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Entreprises qui, peut-être à l'exception d'une, gagnent énormément d'argent aujourd'hui. Donc il y a une capture de richesse inouïe sur d'autres secteurs, sur d'autres acteurs qui souffrent énormément depuis des années. Et le phénomène, on le verra, s'est sans doute amplifié ces derniers trimestres. Mais posons-nous la question globalement de ce secteur tech américain. Ce n'est pas nous qui l'avons déterminé, hein, c'est une filiale de Crédit Suisse qui fait des études quantitatives. C'est particulièrement illisible. Ce n'est pas fait pour vous... pour rendre les choses plus complexes. Mais on a regardé un petit peu les marges des entreprises américaines que vous avez sur le graphique de droite. Je ne sais pas s'il y a un laser là. Mais qui vous montre que les marges des technos, entre guillemets, ce sont les bâtons bleus foncés, dont vous voyez qu'elles sont à un niveau élevé et qu'elles ont une légère tendance à la hausse depuis une petite dizaine d'années. Et vous avez en gris, en dessous, de façon assez stable, les marges du secteur non-tech, c'est-à-dire du reste de l'environnement, hors financière, bien sûr. Alors, ça se traduit comment en termes de rentabilité? Parce que vous savez que les marges, c'est la profitabilité. La rentabilité, c'est qu'on rapporte les marges au montant de capitaux employés. Hein, et c'est ça qui est important, parce qu'on peut faire des grosses marges, mais si on utilise beaucoup de capitaux, on n'est pas forcément très, très rentable. Alors, c'est de regarder que en cash flow return, c'est-à-dire qu'on va regarder effectivement la génération de cash par rapport aux capitaux employés. Et vous avez pareil, sur le graphique de gauche, en bleu foncé, le cash flow return du secteur tech et le cash flow return du non-tech. Et on voit, on peut faire deux observations rapides. La première, c'est qu'en dépit d'une hausse de marge, il n'y a pas d'amélioration du return du secteur tech. Ce qui veut probablement dire qu'il est amené à investir de plus en plus, et on s'en doute bien, Amazon investit dans plus d'entrepôts, dans plus de serveurs. Voilà, le contenu capitalistique des métiers a tendance à s'intensifier. Première remarque, donc pas d'amélioration, donc il n'y a pas un momentum tout à coup, je veux dire, je sais pas, de voie ferrée qui deviendrait rentable à un certain moment. On voit qu'il y a une rentabilité qui est élevée mais qui ne s'améliore pas. Et on voit le secteur non-tech, lui, qui vit sa petite vie cyclique. Mais la troisième remarque, c'est de dire qu'il y a quand même de la cyclicité et elle peut être assez forte. On l'a vu au début des années 2000 dans le secteur de la technologie où, à la suite de la bulle, il y a eu une récession dans le secteur technologie, des coupes de budget, aussi bien en dépenses qu'en investissement, qui ont fait qu'il y a eu un cycle assez marqué pour beaucoup d'entreprises du secteur. Voilà, donc pas de momentum particulier et gardons en tête qu'il peut y avoir des composantes cycliques malgré tout dans le secteur de la technologie. Il y a évidemment les semi-conducteurs qui sont très capitalistiques. Ben, il y a des cycles d'investissement et des cycles de coupe d'investissement. On peut regarder Apple, qui est dans GAFAM. Qu'est-ce qui s'est passé sur Apple? Sur le graphique de droite, vous avez pareil la rentabilité économique d'Apple, exprimée en pourcentage. Vous disiez des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Donc la rentabilité économique, c'est des prévisions sur la droite, ça vaut ce que ça vaut. Mais au moins, on peut voir sur les dernières années qu'on a une rentabilité économique qui est passée de 15 à 30%, un niveau élevé. Et la courbe verte représente une estimation du coût du capital d'Apple. Donc Apple gagne énormément d'argent en ce moment. Mais pas de dynamique particulière, et même une tendance plutôt à l'inflexion, alors sur des niveaux qui restent très élevés, hein, on passe de 30 à 20%, mais on voit sur les prévisions qui sont celles d'un consensus qu'il n'y a pas d'amélioration, de rupture particulière sur la rentabilité d'Apple. Et pareil, on se rend compte quand même aussi qu'il y a eu, au début du siècle, un phénomène cyclique et de fait que Apple n'a pas gagné d'argent pendant 2 ou 3 ans au sens de la rentabilité. Et en revanche, en dépit de cette absence de dynamique que vous voyez sur le graphique de droite, vous avez une dynamique exceptionnelle du cours de bourse qui ne tient donc qu'à l'effet d'augmentation du multiple de valorisation d'Apple, puisque vous voyez son price earning est indexé à peu près sur le cours de bourse, c'est-à-dire que ça n'est uniquement l'appréciation du multiple d'évaluation qui fait la hausse du cours et non pas une révision en hausse ou une accélération particulière des résultats d'Apple qui sera anticipée par le marché. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc on peut, quelle conclusion on en tire? C'est qu'il y a plusieurs phénomènes qui sont à l'œuvre et que les trimestres passés ont plutôt eu tendance à accélérer le phénomène qu'on a connu pour plusieurs raisons. La première, c'est que
le Covid-19, entre guillemets, a induit des politiques monétaires, Mathieu l'a dit, qui vont rester, qui ont été annoncées comme allant rester extrêmement accommodantes, donc avec des taux de référence très très bas. Et ça, c'est quand même très important parce que ces sociétés, la plupart d'entre elles, ont quand même des niveaux de croissance qui sont supérieurs au reste de l'économie et que si on actualise des cash flows avec optimisme à des taux très très bas, pour des entreprises qui ont des croissances qui deviennent supérieures au taux d'actualisation, on peut justifier d'une certaine manière n'importe quelle valeur. Donc c'est la première chose, c'est que la rationalité, avec des taux de référence aussi bas qu'on a, la rationalité peut quitter à un moment les investisseurs parce qu'on peut rentrer n'importe quel chiffre et obtenir, enfin n'importe quel chiffre de taux d'actualisation, obtenir des valorisations extrêmement élevées. Et ça permet aussi de financer assez facilement tous ces investissements qui doivent être faits. Vous l'avez vu l'autre jour que Tesla, qui est une entreprise qui ne gagne pas d'argent, a émis 1% de son capital, c'est-à-dire pesant à peu près 400 milliards et produisant moins de 400 000 véhicules. Donc il faut quand même. Alors ça a émis 1% de son capital, c'est-à-dire 4 milliards, c'est-à-dire l'équivalent du cash flow de PSA cette année, en émettant juste 1% de son capital. Donc a les moyens tout à coup de mettre 4 milliards sur la table pour faire telle ou telle usine de batteries. Donc un coût du capital extrêmement faible qui bénéficie évidemment à ces entreprises-là. Et donc cette valorisation aide, et d'autant plus que ces entreprises payent aussi leurs salariés avec beaucoup de titres. Donc il y a à la fois sur le capital et sur le travail une ressource assez formidable liée à cette surévaluation. Et puis les plans de relance sont plutôt favorables à ce secteur-là, sachant que la digitalisation de l'économie, avec les effets des confinements, tout ce qu'on a vu, etc., le changement d'habitude, on a vu l'accélération des ventes Internet, sont plutôt favorables à cet univers-là. Voilà ce qu'on en tire comme conclusion. Je dois dire que nous sommes évidemment très sceptiques, même si on est, comment dirais-je, assez fasciné par la création de richesses et le niveau de cash que génèrent ces entreprises pour celles qui en génèrent, parce que derrière tout ça, il y a aussi plein d'entreprises, comme en 2000, qui ne gagnent pas d'argent. Et on est assez sceptique quand même sur les niveaux de valorisation. Et on est sceptique même d'un point de vue fondamental. Sur la rente, on vous l'a dit, c'est les entreprises qui créent la richesse et c'est ça ce qui nous intéresse, c'est elles qui permettent la prospérité collective. Mais en même temps, le capitalisme est normalement un jeu qui fait qu'il ne peut pas y avoir de situation de rente trop longtemps. Parce que soit la régulation, soit les clients, soit la compétition vont faire qu'à un moment, si quelqu'un gagne trop d'argent, eh bien, on va investir, et les taux d'intérêt étant faibles, pour que la concurrence se renforce et que ça bénéficie éventuellement aux clients. Donc, par rapport à l'environnement qu'on connaît, et on voit déjà des pointes au niveau de la réglementation, on voit des résistances au point de vue de certains clients, on est assez sceptique sur le maintien d'un niveau de rente aussi élevé pendant très longtemps. Et en 2000, il faut se souvenir, c'était un petit peu ce qu'on avait observé. En 2000, les stars à l'époque, c'était les TMT, et donc vous aviez les opérateurs télécoms qui gagnaient de l'argent. Ils en ont détruit parce que le coût du capital a été très faible. Quand France Télécom valait 200, son coût du capital était très très faible, et du coup elle a pu acheter Orange à un prix astronomique, et puis ensuite détruire toute la valeur qu'on voulait, faire des augmentations de capital à 10 €. Bon, Intel valait 80 € et en vaut 40 aujourd'hui. Et Intel a continué de gagner de l'argent. Cisco existait à l'époque aussi, gagnait de l'argent, gagne de l'argent aujourd'hui, mais 20 ans après, vaut les 2/3 de son cours de bourse de l'époque. Donc c'est plutôt ça ce qui nous questionne, c'est de nous dire est-ce que sur le long terme, tout cela est-il bien tenable à la fois en performance économique et en performance boursière. Voilà, j'ai été très long, mais peut-être pour finir, sur la value et la grosse, il faut savoir que ce sont des définitions qui sont très instables, assez difficiles. Des entreprises peuvent être gross à un moment, devenir value. C'est le cas, par exemple, je parlais de France Télécom. À un moment, France Télécom était devenue value, elle n'était plus grosse, alors que quelques années avant, elle était grosse. Donc ce sont c'est des multiples facteurs qui font qu'on est dans la catégorie 1 ou dans la catégorie 2. Mais grosso modo, on arrive quand même si c'est des concepts très anciens qui remontent à l'après-guerre, à Benjamin Graham, sur l'investissement value. Effectivement, on voit depuis, et on monte en fait avant 2016, à une sous-performance très notable de ce qu'on appelle la value, et à une surperformance notable qu'on n'a pas vu de la grosse. Alors, et vous voyez le phénomène d'accélération depuis 2 ans, et qui tient à plein de facteurs, mais un des facteurs, c'est la gestion passive et l'arrivée de nouveaux types d'investisseurs, notamment sur le marché américain. La gestion passive vous vend aujourd'hui l'exposition aux GAFAM. Globalement,
jeux de l'Internet, jeux du digital, vous trouvez ce qu'on appelle des ETF qui reflètent ou qui sont composés de la performance des titres sous-jacents sur des thématiques comme ça. Vous pouvez acheter ça le matin, les vendre l'après-midi, c'est très facile. Et le confinement a fait qu'un certain nombre d'épargnants américains qui étaient plutôt à faire des paris sportifs, n'ayant plus d'activité puisqu'il n'y avait plus de matchs, se sont tournés vers la bourse tout simplement et ont joué ce qui leur était le plus facile, le plus familier, et notamment cette thématique Internet. Avec des produits proposés par les grands brokers qui ont fait ce qu'on appelle des split shares, parce que comme certaines actions étaient trop chères, ils ont coupé des actions, fait des espèces de certificats pour que tout le monde puisse acheter une action Apple ou Amazon pour pas cher. Donc il y a un phénomène de spéculation, ça fait des flux significatifs quand même sur cette thématique familière et assez spéculative. Voilà, et qui fait qu'on s'est encore plus détourné de ces aspects value qui, dans cet environnement, vous font penser qu'effectivement, un certain nombre d'entreprises vont peut-être mourir dans les prochaines années. En tout cas, c'est ce que les cours de bourse semblent indiquer pour certaines d'entre elles. Ce n'est pas ce que nous croyons. Donc il faut être vigilant à tenir l'équilibre. On ne peut pas être... les bulles, on les constate quand elles disparaissent. En général, on est dedans, on ne les voit pas. Il y a clairement pour nous des indications de surévaluation, des indications de surrentabilité. Bien malin celui qui pourra dire quand est-ce que ça s'arrêtera et si ça se renversera au profit de la value. Ce qui est clair, c'est que ça ne risque pas d'être à court terme parce que c'est beaucoup lié au taux d'intérêt. Et ce qu'on disait sur les taux d'intérêt, c'est qu'ils vont rester bas encore un moment probablement. Sauf si l'inflation sortait du tube et qu'on n'arrivait pas à la faire rentrer. Pardon d'avoir été si long. Peut-être une question plus rapide. Comment, chez Lazard, intègre-t-on les préoccupations environnementales ou éthiques dans nos investissements ? Moi, je vais juste introduire, et puis Mathieu qui a pris le sujet en main, je vais introduire le sujet parce que ça fait 20 ans, je crois que, et comme c'est moi qui l'ai fait avec quelques autres dans la maison, nous avions lancé la première SICAV à l'époque dite éthique. Et elle a changé de nom parce que l'éthique est une affaire personnelle et que je veux dire, la loi et les règlements ont changé sur ce sujet-là. Et donc on est maintenant dans un environnement qu'on appelle ESG et ISR. Et peut-être que j'ai laissé Mathieu dire ce qu'on fait sur ce sujet. Donc sur ce qu'on fait, c'est que pour tous les investissements qu'on fait, que ce soit côté gestion institutionnelle ou gestion privée, on se repose sur une même équipe d'analystes qui analysent donc les sociétés et qui déterminent ce qu'on appelle des fair value, c'est-à-dire le juste prix auquel on pense que doit valoir la société. Donc pour toutes les sociétés, on a le juste prix. Si on est très au-dessus, on ne l'achètera pas. Et plus on est en dessous, plus on va avoir envie de l'acheter. Sachant qu'on ne peut pas tout acheter quand tout est bradé. Donc on prend les moins chères, celles qui sont le plus éloignées de leur fair value. Et en fait, le ESG, on l'intègre via cette fair value. C'est-à-dire que nos analystes, sur chaque valeur, ont une grille d'analyse ESG. On a créé une grille qui est commune d'ailleurs aux équipes actions et aux équipes obligataires. Donc il n'y a qu'une façon d'analyser les sociétés chez nous d'un point de vue ESG. En fait, il n'y a qu'une façon pour les larges et il y a une autre pour les small parce qu'on n'a pas les mêmes données pour les small. Donc on a dû faire une distinction là, mais on ne fait pas une distinction par support d'investissement, action, obligation. Et donc on a une grille qui est en fait une feuille Excel dans laquelle on importe beaucoup de données qu'on a directement par les comptes publiés des sociétés, qu'on a par des providers, pardon pour l'anglicisme, qu'on paye, donc des fournisseurs qu'on utilise, et on en a beaucoup, qui nous fournissent des analyses complètes générales des sociétés, des analyses spécifiques au carbone, spécifiques à la température, spécifiques à d'autres éléments. Et donc on a toutes ces données qui sont rangées et qui sont classées dans cette feuille Excel. En plus de ça, l'analyste dispose des études approfondies de notre principal partenaire qui est Vigeo, et analyse qui le lit. Et sur la base de ces lectures, de sa connaissance en tant qu'analyste de la société, du management et de tous les éléments qu'il a sur cette feuille, il donne une note pour le E, une note pour le S, une note pour le G. On fait une moyenne pondérée, ça nous donne la note ESG de chaque entreprise, donnée par l'analyse de Lazard. Et cette note va directement en fait impacter la fair value par le biais du taux d'actualisation, c'est-à-dire qu'on considère qu'une entreprise qui est mal notée, elle est risquée à cause de ça, et donc on exige un taux de rentabilité supérieur pour cette entreprise. Donc pour une entreprise bien notée, on peut accepter peut-être 7,5. Une entreprise mal notée, on va vouloir 8,5. Si elle est très mal notée, on va peut-être vouloir 9. Ça va impacter ce taux qu'on exige.
Et donc ça va impacter mécaniquement la fair value, parce que plus vous exigez un taux élevé, plus ça fait plus mécaniquement ça fait je suis fatigué, ça fait baisser le prix. Excusez-moi, je suis un peu fatigué après la présentation. Et donc voilà, c'est un impact direct qui est mécanique. Donc la même entreprise bien notée, on va dire, son juste prix c'est 100. La même entreprise mal notée, son juste prix c'est 90. Si l'entreprise cote 92, vous voyez que si elle est bien notée, on va avoir envie de l'acheter parce qu'on pense qu'il y a un potentiel. Si elle est mal notée, on n'a plus du tout envie de l'acheter parce qu'elle est déjà trop chère. Et donc, dans toutes les sociétés dans lesquelles on investit, on a ces valeurs, ces fair value, qui dépendent en partie, dépendent de plein d'autres choses, de la cyclicité de l'entreprise, de sa rentabilité, de plein de choses, mais en partie de la note ESG qui a été donnée par les analystes gérants. Je rappelle que ESG, c'est environnement, social et gouvernance, parce que c'est pas clair. C'est les trois axes qui sont aujourd'hui, je dirais, normés maintenant, puisqu'il y a de la réglementation qui vient sur ce sujet. Et d'une certaine manière, il y a une forme de tautologie, parce que quand tu dis que ça fait baisser son cours, ça renchérit le coût du capital. Et nous, l'idée qu'on a quand on a lancé cette affaire il y a 20 ans, mais c'était de se dire il y a une forme de tautologie, c'est-à-dire qu'une entreprise qui fait sa prospérité au détriment de l'environnement, au détriment de ses salariés ou des différents stakeholders, qui a une mauvaise gouvernance, finalement, sur le long terme, elle ne sera pas performante et elle va créer des passifs pour les actionnaires. Et donc, il y aura un mauvais rendement pour l'investisseur. Donc, c'est cette espèce de tautologie qui est formalisée maintenant dans cette approche ESG, c'est-à-dire, effectivement, quand on est bon, on doit être bon partout. Voilà. Et je pense que aussi bien les salariés, les clients, les fournisseurs dans une moindre mesure, évidemment les actionnaires attendent des entreprises qu'elles soient bonnes partout et qu'elles ne puissent pas créer de la richesse au détriment d'un facteur collectif qui est considéré comme fondamental. Peut-être une question sur l'économie. Mathieu, tu as rappelé l'ampleur des mesures de soutien. La question est, n'es-tu pas préoccupé, ne sommes-nous pas préoccupés par la quantité gigantesque de cash qui est versée dans les économies mondiales, avec bien sûr deux questions liées, celle du risque de l'inflation d'une part, et celle du risque de la hausse de la fiscalité, avec des effets récessifs ou dépressifs. Alors, nous, on ne voit pas trop de hausse rapide de la fiscalité, parce qu'on pense que cette crise est vraiment... C'est un choc psychologique incroyable pour tout individu, donc tout électeur. Donc je pense que pour un homme politique, retirer trop vite l'aide, ça sera très difficile. On a bien vu que depuis 6 mois, il n'y a quasiment aucun parti d'opposition qui s'est plaint des dépenses très importantes qui ont été faites. Même des partis plus à droite, on va dire, donc moins dépensiers, n'ont pas du tout haussé le ton en disant qu'il y avait des dépenses trop élevées. Et donc voilà, nous... À un moment, peut-être, ça sera nécessaire, mais on pense qu'on n'est pas dans un horizon court. En tout cas, on n'est pas sur 2021. Sur l'accumulation de cash, et en particulier, c'est vrai qu'on a une accélération des masses monétaires qu'on n'avait pas vue depuis 60 ans. Et c'est quasi généralisé au niveau mondial. Donc ça, c'est du cash qui s'accumule. C'est le fait qu'en fait, aux États-Unis, on donne plein d'argent aux gens qui ne consomment pas autant que d'habitude. Donc s'ils reçoivent plus d'argent et qu'ils consomment moins, forcément, le cash s'accumule. C'est absolument mécanique. Normalement, la théorie dit que ça devrait créer de l'inflation. Ça, c'est sûr que c'est ce que dit la théorie. Je suis un peu prudent, je l'ai rappelé tout à l'heure, tous ceux qui ont prévu une accélération de l'inflation depuis 20 ans ont eu tort, donc on est tous devenus très prudents, et c'est vrai que la théorie dit que ça devrait provoquer une accélération de l'inflation. Nous, ça nous paraît être un scénario, si on n'a pas de mauvaises nouvelles économiques et qu'effectivement on a un vaccin et qu'effectivement il y a un soulagement qui se met en place, ça nous paraît être le scénario le plus probable. Est-ce que c'est très grave? Je dirais, ça dépend pour qui. Est-ce que c'est très grave collectivement si l'inflation qui était plutôt entre 1 et 2 est transitoirement à 3+, je ne suis pas sûr que ce soit très grave. Ça va permettre d'absorber un peu justement la dette des États, puisque quand on regarde la dette, c'est toujours un rapport entre la dette et le PIB. Donc si l'inflation accélère en plus parce que la croissance est forte, ça veut dire que la croissance nominale en réel plus inflation peut très bien croître à 5-6%. Si vous empruntez à 0 et que vous faites du 6% de croissance nominale, 3 de croissance, 3 d'inflation, le rapport va être dilué de 6% par an. Donc tout d'un coup, votre 130% de dette, il perd 7 points la première année, 6,5 la deuxième, 6. Et en fait, on peut effacer assez vite l'augmentation liée à la crise via un effet comme ça. Donc
de ce point de vue-là, c'est pas forcément mauvais collectivement. C'est très mauvais collectivement pour quelqu'un qui a une épargne et qui a une épargne qui va rapporter 0, voire du négatif. C'est-à-dire que si l'inflation est à 3%, que la croissance est à 3% et que vous, votre épargne se valorise de 0 par an pendant 10 ans, il y a un effet appauvrissement qui est majeur. Donc je pense que le principal perdant, c'est celui qui va prêter aux États, qui arrive à emprunter à 0. Et là, par contre, c'est sûr que ça peut être très douloureux si l'inflation accélère. Et c'est pour ça qu'on déconseille d'investir sur des obligations d'État à long terme, parce qu'on pense que c'est vraiment prendre un risque significatif par rapport à ce risque éventuel d'une accélération de l'inflation. Peut-être encore une ou deux questions ? Une question sur ce que l'on pense des plans de relance respectifs en France et en Allemagne, et plus globalement, si les plans de relance européens vont nous permettre cette fois-ci d'éviter de revivre la période que l'on a vécue depuis 2009 en termes de différentiel de croissance entre l'Europe et les États-Unis. Honnêtement, on n'a pas d'avis tranché sur le plan français, le plan allemand. Et la question, pour nous, n'est pas tant le plan de relance que les mesures tampons pendant la crise. Pour nous, c'est vraiment là qu'est la clé. Ce que je veux dire par là, c'est que la question, c'est pas tant de savoir est-ce que je vais aider à relancer l'économie à partir du 4e trimestre, que de savoir quels auront été finalement les dégâts sur l'économie de la crise au 4e trimestre. Et à partir de là, quels que soient vos programmes de relance, vous pouvez arriver à faire que la croissance soit soutenue autour de 3%. Vous ne ferez pas du 6-7% de façon hors effet rattrapage, et il n'y a pas de raison que vous fassiez du 0. Et donc la vraie question, c'est ça. Et en fait, de ce point de vue-là, notre analyse, et qui est quand même assez partagée par tout le monde, alors après on peut s'inquiéter qu'elle soit peut-être trop partagée, mais c'est que ce qui a été fait en Europe est beaucoup mieux que ce qui a été fait aux États-Unis. C'est-à-dire que la priorité, c'est pas de donner de l'argent à des gens qui ne savent pas quoi en faire, honnêtement, puisqu'ils sont chez eux et qu'ils n'ont pas perdu leur emploi. On a envoyé des chèques à des gens qui n'avaient pas perdu leur emploi aux États-Unis. La logique était quand même un peu subtile. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de dommages durables à l'économie. Et le chômage partiel, pour ça, c'est assez magique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du chômage derrière, je l'ai dit. Mais c'est quand même une façon de permettre aux entreprises de continuer à tourner, de continuer à garder, même si elles ne tournent pas à plein régime, des gens qui sont officiellement employés. Aux États-Unis, quand vous avez des simili-chômage partiel, vous n'êtes plus employé. Donc, tout d'un coup, vous n'avez plus de contrat de travail. Il va falloir réembaucher les gens, les retrouver, etc. Ce qu'on fait en Europe, c'est beaucoup, beaucoup plus protecteur. Les entreprises ont toujours les mêmes contrats avec leurs employés. Et du jour au lendemain, vous pouvez les rappeler. Et ça a été vu dans des usines, ça a été du jour au lendemain. On est passé de 0 de production à 100% de production. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. On a été aussi beaucoup plus généreux en garantie. Garantie de prêt pour les entreprises, etc. Et je crois que c'est vraiment les deux clés. Protéger en fait l'appareil productif en ne cassant pas la relation employeur-employé et en évitant les faillites. Les États-Unis ont beaucoup moins garanti, n'ont pas un chômage partiel proprement dit et ont à la place en fait envoyé de l'argent liquide à des gens qui, certains en avaient besoin, mais pour beaucoup n'en avaient pas particulièrement besoin à ce moment-là. Donc moi je pense qu'on a mieux géré cette crise. C'est pas qu'on l'a mieux géré, c'est que nos réponses habituelles correspondaient mieux à cette crise. Et les réponses habituelles américaines correspondent plus à des récessions classiques. Et donc, notre sentiment, c'est qu'on devrait plutôt avoir un avantage par rapport aux États-Unis sur cette crise. Alors ça, c'est une prévision à 1 ou 2 ans. Les 10 années qui suivent, ça dépendra d'autres facteurs. Et c'est vrai que s'ils gardent un avantage sur la technologie et sur certains secteurs comme ça, peut-être que leur croissance sera supérieure. Mais sur l'épisode, on va dire 2020-2021, je pense qu'on s'en sortira mieux que les États-Unis. Je vais peut-être rajouter une question qui n'est pas directement liée, mais qui est sur le même type de question. C'est de savoir si le protectionnisme qui monte un peu partout dans le monde en ce moment peut ralentir le rythme de croissance à venir dans les prochaines années. Oui, c'est-à-dire que c'est clair que le protectionnisme peut faire deux choses. Ça peut ralentir la croissance. Alors pas forcément avec un impact dur sur l'économie, c'est-à-dire que ça va plutôt nuire à la productivité, je pense. Donc on va faire un peu moins de croissance, mais en termes de chômage, il n'y aura pas de dégâts. C'est juste qu'avec, on aura un chômage qui va baisser à la même vitesse avec ou sans doute, à peu près. Mais simplement, on n'aura pas les avantages compétitifs, qui est que y a des biens, c'est mieux de les faire produire ailleurs que de les faire produire chez soi. Donc on va être un peu moins riche, mais avec un niveau d'emploi à peu près le même et un niveau de chômage à peu près le même. Donc c'est une perte de richesse,
mais ce n'est pas forcément un dommage d'un point de vue social chômage, ce qui est quand même important. Et par contre, normalement, c'est aussi créateur d'inflation. C'est sûr que, je veux dire, quand on décide de faire produire des choses à l'autre bout du monde, c'est qu'on arrive à les produire moins cher qu'à côté de chez soi. C'est pas par un esprit tordu où on se dit on va éviter de donner du travail aux gens d'à côté. C'est qu'il y a un intérêt économique. Et donc tout d'un coup, si on empêche cette capacité, si on limite cette capacité-là, et ben forcément, ça veut dire qu'on va se mettre à produire plus cher. Et donc ça devrait renforcer l'inflation. On a dépassé les 10 heures, donc on vous remercie encore de votre attention pour tous ceux et celles qui nous ont rejoints, aussi bien ici même que via Internet. Merci de votre attention, de votre fidélité, de votre confiance et nous vous souhaitons une très bonne journée.